T'as pu voir que dans la miniature de cette vidéo, c'est moi avec Machin, mon chat roux, parce que ça me semble être une super illustration de la carte de la force qu'on va voir aujourd'hui. Je te souhaite bienvenue ici, en tout cas si c'est ta première fois. Moi je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne spirituelle, je suis tarologue et ici je parle de tarot, de psychologie, de ce qu'on appelle aussi le travail de l'ombre. Et cette vidéo elle se situe au cœur d'un défi que je me suis lancée de faire une vidéo pour chacune des cartes de tarot. Donc tu trouveras toutes les autres sur ma chaîne et aujourd'hui j'aborde une carte qui est un peu controversée, qui est celle de la force. Force numéro 8 ou numéro 11. Donc, on va tout de suite calmer les esprits échauffés qui sont pro Tarot de Marseille, Justice en position 11 ou Rider-Waite-Smith, Justice en position 8. Donc, Rider-Waite-Smith, enfin Waite en fait, il a inversé la position de la force et celle de la justice. Je te montre dans le Tarot de Marseille. Auparavant, la justice était en position 8 et la force en position 11. La raison pour laquelle Waite a fait ça, c'est qu'il voulait que ça corresponde au système astrologique. La force, elle est associée au signe du lion, la justice, elle est associée au signe de la balance, et il a respecté l'ordre des signes astrologiques, donc la force passait avant la justice. Alors il faut aussi savoir que Waite, il n'a pas du tout expliqué ça par lui-même, il veut conserver le secret. En fait, il a dissimulé pas mal des symboles de son ordre magique, l'ordre de la Golden Dawn, où il a transformé pas mal des symboles. Et du coup, il ne s'est pas expliqué clairement au sujet de cette inversion des numéros. Mais c'est évident parce que la Golden Dawn lie le tarot et l'astro. C'est la Golden Dawn qui est à l'origine de ce lien, qui a vraiment fait les ponts entre astrologie et tarot. Et du coup, la Golden Dawn a donné ce nouvel ordre tarologique pour classer les cartes des arcanes majeures. Waite a tout bêtement obéi à ce nouveau classement en fait. On peut aussi voir tout simplement qu'on est dans un autre système de la logique des arcanes majeures entre Tarot de Marseille et Tarot de Rider-Waite-Smith. En fait, avec le Tarot de Marseille, on classe les arcanes majeures en 2 séries de 10. Et du coup, on amorce le tournant avec la force en position 11. C'est-à-dire qu'on est parti du mouvement partir de soi pour explorer l'extérieur, à affronter le monde et à partir du numéro 11, on est dans le mouvement inverse, c'est-à-dire on part de notre nous extérieur pour explorer notre inconscient, affronter son soi inconnu quelque part. Avec le Rider-Waite-Smith, le changement, il est différent. Il est plutôt en 3 parties. Donc de 1 à 7, on a l'exploration du soi par rapport au monde. Du 8 à 14, on a l'exploration de son soi inconscient. Et du 15 à 21, on a l'exploration du rapport au divin, à l'universel, aux archétypes. Et du coup, la force en position 8, elle devient ici le point de départ de l'étude de notre inconscient, ce qui est complètement logique. Donc, qu'on soit dans le Rider-Waite-Smith ou dans le Tarot de Marseille, la force, elle amorce l'étude de soi, l'étude de l'inconscient, la plongée dans les ténèbres du nous-mêmes et de ce qu'on ne connaît pas de nous-mêmes. Donc, dans mon étude des cartes et dans mon amour du tarot, je ne privilégie pas un choix par rapport à l'autre. Donc, il y a, dans la plupart des jeux type Rider-Waite-Smith que tu vas trouver sur le marché, il y aura la justice en position 8, mais il y a beaucoup de jeux d'inspiration Rider-Waite-Smith qui ont quand même gardé l'ordre originel du Tarot de Marseille. Je te montre ça par exemple, hop, avec le Wild and Known, la force en numéro 11. Je te montre ça par exemple avec le Nicoletta Cecchioli, la force en numéro 11. Et je te montre ça, il y avait aussi quoi? Ah ouais, il y a aussi celui-ci, hop, le Helgoliath Tarot Deck, force en numéro 11. Et le Marie, les poids sont énormes, le Marielle Tarot, la force, elle aussi en numéro 11. Sans compter que l'autre grand tarot de référence, qui est le tarot de Thoth, qui a été inventé quelques années plus tard après le tarot de Rider-Waite-Smith, la force a été remise en place 11. Donc voilà pour te donner une idée du paysage un peu tarologique autour de cette décision de quelle place a la force. Ici je l'ai gardé dans l'ordre de mes vidéos en position numéro 8.
pas par préférence, mais tout simplement parce que là, comme tu l'as vu au niveau des illustrations que j'ai mis, notamment sur mes miniatures, ma référence est restée quand même le Rider-Waite-Smith pour l'étude des cartes dans ce défi-là que j'ai fait. Donc j'ai décidé de le mettre comme ça, mais honnêtement, j'ai pas de préférence fondamentale. Donc, on est dans la position, du coup, de commencer le deuxième rang des arcanes majeures, la deuxième séquence des arcanes majeures. Donc on passe de l'évolution dans le monde extérieur vers le monde intérieur. On voyait, auparavant on a étudié la carte du chariot. Attends, je ne l'ai pas devant les yeux. Revoici le chariot. Donc le masque de l'ego qu'on porte dans le chariot doit être traversé et on doit aller rencontrer ce qu'il y a derrière ce masque. Peut-être un lion. Donc on est face à la jeune personne qui doit se confronter aux écueils de la vie. Dans la première ligne, on doit trouver un partenaire qu'on voit avec la carte des amants. On trouve vraiment une place sociale en gros. Là, c'est bon, on a trouvé notre place sociale. Puis après avoir atteint un certain succès, on s'interroge sur la signification de ce succès. On se pose la question, derrière mes possessions, qui est-ce que je suis vraiment? Derrière mon image, qui est-ce que je suis vraiment? Et il faut qu'on trouve une signification et un sens à la vie. Et on va trouver ces réponses en vraiment allant se tourner vers soi-même. Donc dans la deuxième ligne des arcanes majeures, c'est un nouveau paradigme qui s'ouvre par rapport à la première ligne. Il y a plusieurs cartes de la deuxième ligne des arcanes majeures qui apparaissent comme des miroirs de celles qui les ont précédées. Par exemple, les deux premières arcanes ici, c'est Force et ensuite Ermite. Force et Ermite. Et il faut savoir que au-dessus d'elles, les cartes qui leur équivaut, c'est le magicien et la grande prêtresse. Et on retrouve en fait des deux côtés une polarité sexuelle. Là, on a masculin-féminin, là, on a féminin-masculin. Donc, on est à chaque fois dans une polarité sexuelle. Et en même temps, on a les deux polarités différentes. Avec le magicien et la grande prêtresse, on a une carte de lumière et une autre d'obscurité. Et c'est la même chose ici. On a également une carte de lumière et une carte d'obscurité avec la force et l'ermite. La carte de la roue de fortune se trouve en dessous de la carte de l'impératrice. Donc quelque part le monde insouciant de l'impératrice devient la roue de fortune, qui est plus mystérieux mais qui est tout aussi cyclique. Là, le chariot, se situe au-dessus de la carte de tempérance. Et là, on est dans deux formes très différentes de victoire, c'est-à-dire que la force du chariot a été remplacée par le calme et l'équilibre de la tempérance. Et en fait, on remarquera que tous les deux touchent à la fois la terre et l'eau. Alors c'est un peu moins visible dans le chariot, mais il y a bien de la terre au premier plan et de l'eau au second plan. Et là, c'est extrêmement visible dans la carte de tempérance. Il y a un nouveau thème aussi qui est illustré dans cette deuxième ligne des arcanes majeures. Jusque-là, les cartes, c'était vraiment des leçons qui se présentaient à nous, des choses qu'on devait apprendre de la vie pour devenir adulte et réussir dans le monde terrestre, et c'est parfait. Mais l'illumination, l'expérience personnelle, c'est quelque chose qui ne peut pas être enseigné par le monde extérieur, ça peut être que vécu. Et on le voit dans la roue de fortune où on vient s'interroger sur notre place dans le monde, on le voit dans le pendu où on vit une illumination à l'inverse de toutes les croyances précédemment établies, et au milieu du jeu d'ailleurs des arcanes majeures, on a la carte de la justice qui tient l'équilibre entre intérieur et extérieur, entre savoir et expérience. Je fais une pause dans mes explications pour te dire que si tu veux aller plus loin avec moi, soit pour découvrir le tarot et travailler avec, soit pour avoir plus d'outils de connaissance de toi-même, le plus simple c'est d'accéder à une vidéo exclusive qui t'emmène un peu plus loin dans ma perspective. C'est une vidéo qui te montrera en fait comment et pourquoi arrêter de cantonner la spiritualité à une pratique déconnectée de la vie quotidienne et au contraire d'en faire un outil pour vraiment avancer dans le monde concret. Et en même temps, ça te permettra d'être abonné à ma newsletter, donc tu trouveras un lien pour ça juste sous cette vidéo. Donc, on vient de le voir, une des premières grandes significations de la force, c'est vraiment le fait de plonger dans notre inconscient, de plonger au cœur de nos pulsions. Avec le tarot de Marseille, on a écrit la force ici et on a ensuite 20 traits dans le reste du cartouche. Et les 20 traits nous ramènent à la carte du jugement. Donc la force, elle est fortement liée à la carte du jugement. La force, elle porte le potentiel de tout ce qui est mis à jour finalement dans le jugement avec l'émergence d'une nouvelle forme de conscience. C'est vraiment une forme de relation avec des forces
instinctive, on va vraiment venir travailler vers le bas. On le voit dans les cartes de la force, hein, on est vraiment sur un travail comme ça. Les deux, elles ont les mains plongées vers le bas. Donc on est sur le travail de l'animalité, de la manifestation de l'inconscient et de la sexualité. La tête du lion, elle est toujours située au niveau du bassin. Et dans le tarot de Thoth, la carte s'appelle carrément Lust, donc la luxure. Il y a une implication sexuelle qui est très très nette dans cette carte. On l'a vu, cette carte c'est la suite du chariot. Le chariot c'est la force de maîtriser le monde et la force c'est la force de maîtriser le soi. La force c'est une force intérieure, le courage de s'affronter soi-même. Il y a évidemment un lien très fort avec la carte du magicien. Il y a le signe infini, on l'a aussi dans le signe ici, enfin en fait dans le tarot de Marseille ça se retrouve dans les chapeaux de la force et du battleur. On a les costumes qui sont similaires, on a les roses, on a le code couleur, etc. Donc il y a une forte similarité entre ces deux arcanes. Et les deux possèdent deux savoirs divins. Les roses du magicien, ça va être plutôt le savoir divin au sujet du monde. Les roses dans la force, c'est plutôt le savoir divin au sujet de soi. Et avec le chariot, où est-ce que j'ai la carte du chariot? Elle est là. On est dans l'acquisition du savoir. Et la force, on est dans l'application de ce savoir avec beaucoup de sagesse, notamment envers soi-même. Alors le fait de croiser l'archétype de la force sur notre route, ça peut être assez traumatisant ou marquant parce qu'on a besoin de la volonté d'accepter une réalité psychologique qui est compliquée. C'est-à-dire que même si à l'extérieur, là, on se sent bon, on se sent innocent, on se sent cultivé, on est aussi traversé par des instincts brutaux, barbares, bestiaux. Et c'est vraiment le travail de l'ombre qui va s'amorcer ici, c'est-à-dire qu'on va regarder en face des parties de soi qu'on n'aime pas forcément, qui font peut-être peur et on va les intégrer à notre personnalité. Donc la force, elle peut peut-être être vue comme la suppression de notre côté noir, le fait d'être polissé pour convenir à la société, le fait d'effacer ou d'écraser notre lion intérieur, nos émotions brutes. Donc ça fait de nous, et c'est le côté peut-être négatif de la force, ça fait de nous des êtres humains domptés et dociles et bien comme il faut. Mais il y a une autre façon de voir ça, c'est que la force, c'est une forme de Pandore qui va ouvrir justement la boîte de Pandore. Donc Pandore ouvre la boîte de tout ce qu'on a réprimé en nous jusque-là. Mais elle le fait avec un sentiment de paix, elle le fait dans l'amour, elle le fait avec confiance. Et tant qu'on n'est pas persuadé que la découverte de ce soi et de ce soi peut être mauvais, entre guillemets, tant qu'on ne sait pas que ça peut être un processus finalement joyeux et sain, c'est pas possible de l'amorcer. Pour sauter aussi du monde du chariot jusqu'au monde de la force, donc de ces deux suites différentes des arcanes majeures, on a besoin de l'énergie du fou. Que voici, et c'est le fou qui va sauter de la carte du chariot à la carte de la force, parce que c'est un saut d'aller du conscient vers l'inconscient. Et honnêtement, seul quelqu'un de fou peut abandonner le succès, la gloire, le contrôle, pour aller vers quelque chose de plus abstrait, de plus profond et de peut-être plus effrayant. On peut placer la force parmi les cartes des vices et des vertus. Bon, là, pour le coup, des vertus. Alors, au cours de l'histoire, on a décrit des vertus, depuis les Grecs anciens jusqu'à la Renaissance. Les vertus, elles étaient enseignées comme quelque part des disciplines morales, des indications pour vivre notre vie, et c'était les traits de caractère qui étaient les plus valorisés d'un point de vue antique ou médiéval. C'était vraiment le développement personnel de l'époque, le fait de pratiquer certaines vertus et d'imprimer en soi certaines vertus. Là, le développement personnel, qu'est-ce que ça pourrait être nos vertus pour le développement personnel? Je pense que ce serait le non-jugement, ce serait l'esprit positif, ce serait le sens de la mission, etc. Je pense que tu connais très très bien le développement personnel, donc je ne vais pas développer à l'extrême. Mais bref, je vais te donner la définition des vertus selon le sens antique ou médiéval. Alors, il y avait déjà la justice, parce qu'on est dans trois cartes de vertu, hein. On est dans tempérance, justice, la force. Okay, donc la justice, c'est la capacité à être équitable, à être impartial, à défendre la loi, à récompenser et à punir également. Avec la force, la définition de cette vertu, c'est de savoir faire face à ses peurs, à sa douleur, avoir le courage de s'affirmer pour soi et pour les autres, et être chevaleresque également. Et avec tempérance,
On est dans la capacité à se modérer, ne jamais être trop, ne jamais être trop peu, être équilibré en toutes choses. C'est vraiment la capacité de se contrôler. Donc on place la force parmi les grandes vertus à développer au cours de notre vie. Je fais un revirement complet par rapport à ces grandes vertus pour aller chercher la carte Lust du tarot de Thoth. Donc Lust, c'est une allusion au conte de la Belle et la Bête. Donc, normalement, la femme, elle tombe amoureuse d'une bête, et dans certaines versions de l'histoire, la bête, elle finit par se transformer en homme. Dans d'autres versions de l'histoire, c'est la femme qui devient bête elle-même, et du coup qui s'accouple avec la bête masculine, on va dire. C'est assez... Je trouve que ça ressemble à Twilight comme conte, en fait, que effectivement, la nana, elle tombe amoureuse de la bête, et elle devient bête elle-même. Mais bref, dans la carte Lust, il y a vraiment une acceptation de la sexualité bestiale, c'est-à-dire la luxure, au lieu de nier et de domestiquer cette force brute. Et ce qui est représenté en fait sur cette carte, c'est Crowley qui a conçu ce jeu, qui l'explique aussi, c'est une image chrétienne de la putain de Babylone qui chevauche la bête. C'est expliqué ça dans l'Apocalypse, l'Apocalypse selon Jean. C'est le principe féminin de l'univers qui accepte tout et qui s'abandonne au divin. Donc on est devant un certain trouble chrétien et peut-être un peu puritain face à l'image de la putain qui est à la fois très attirante et très dégoûtante, qui est vraiment à l'inverse de l'image de la mère. Et j'avais envie ici, attends, je prends ça sur mon ordinateur, parce que j'avais envie de te lire l'extrait en fait qui concerne ça dans l'Apocalypse selon Jean. Je te lis ça, et parce que ça vient carrément compléter cette carte. Donc, j'ai aperçu une femme assise sur une bête sauvage, de couleur écarlate, remplie de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle avait à la main une coupe d'or pleine de choses immondes et des impuretés de sa fornication. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des infamies sur la terre. Elle était ivre de sang des saints et des disciples de Jésus. Donc on voit qu'on est devant une image qui est controversée et également hautement attirante et érotique. Je trouve qu'on retrouve ce symbolique un petit peu dans l'image du Mariel tarot avec le lion qui se trouve vraiment pour le coup entre les jambes. Je voulais aussi parler tout simplement du chiffre 8, donc parce que c'est un chiffre qui a vraiment un symbolisme multiple et qui résume bien la carte de la force. Donc déjà le 8, c'est vraiment le numéro féminin qui est opposé au 7 masculin du chariot. Ça représente les courbes féminines, le buste et les hanches, et également il y a une résonance avec le signe infini qui est porté au-dessus de la tête de la force. Et ce signe infini, ça a vraiment la forme d'un ouroboros, ce serpent qui se mord la queue, qui représente le cycle de vie, qui peut aussi représenter le serpent de la Kundalini, c'est-à-dire l'éveil vital à travers toute notre colonne vertébrale, l'éveil sexuel, l'énergie de vie qui nous traverse du bas de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et c'est vraiment... en ce sens, là on trouve le serpent de la Kundalini, le 8, le signe infini, c'est vraiment le pouvoir sur soi, la puissance de soi-même qui est apprivoisée. Ça peut être vu comme quelque chose de mauvais parce que le serpent, c'est un peu le symbole de l'incarnation du mal, mais une fois apprivoisé, une fois intégré, une fois incarné, il devient vraiment une force vitale, une force de libido. Et le signe du lion, le symbole du lion en fait, qui n'est pas dessiné ici, il est assimilé à la force. Le lion est le symbole du lion, ça ressemble lui aussi à un serpent. Je veux aussi qu'on note, et c'est très important ici, c'est que c'est une carte de compassion et de douceur. C'est vraiment une carte de triomphe de l'amour sur la haine ou de triomphe de l'amour sur la peur. La force, c'est une carte de compassion et de compassion envers soi notamment. On vient dominer nos peurs, on vient s'apprivoiser nous-mêmes. C'est impossible d'utiliser la force brute pour exercer sa volonté, surtout sur nous-mêmes. Donc on utilise la compréhension, on utilise la gentillesse avec les autres comme avec soi-même. J'ai trouvé que là où on le voyait le mieux, c'était dans le tarot de la forêt magique, qui est un tarot archi choupi, mais la carte de la force, c'est la seule carte où je trouve qu'il y a une telle douceur et une telle gentillesse et un vrai câlin dans la carte. J'aime beaucoup cette image. Donc
Il s'agit vraiment avec compassion d'aller canaliser nos instincts les plus bruts. On voit aussi là, pour illustrer ça, la posture humble de la femme sur les cartes de la force. Elle est toujours penchée et du coup on peut dire que la force vient aussi de l'unité avec la terre et de l'union avec l'énergie divine. La vanité, la honte, c'est deux faces d'une même pièce et de la même faiblesse qui est un intérêt excessif pour notre apparence. La personne qui est complexée, elle se soucie de sa position dans le monde, de son apparence, un petit peu comme dans la carte du chariot d'ailleurs. Est-ce qu'elle doit être fière? Ou au contraire, est-ce qu'elle doit se soumettre? Et ce souci, il disparaît quand la personne, elle fait le geste de se baisser vers la terre et de s'unir à la nature et à sa nature profonde. Donc c'est vraiment une carte d'humilité, et humilité, je le vois comme opposé à la faiblesse en fait. Voilà pour cette carte de la force. J'espère que mes explications du jour t'ont apporté quelque chose, ont enrichi ton expérience de cette carte en tout cas. Je suis en train de me demander si j'ai envie de te présenter ma carte préférée de la force. Je crois que c'est le Marielle Tarot en fait, elle est magnifique. Je crois que dans le Marielle Tarot, ça doit être ma carte préférée. Ce lion, et sinon, dans Helgoliath Tarot, elle est magnifique également. Donc voilà, je t'embrasse bien fort et je te dis à la prochaine et je me réjouis de continuer ce défi. Salut!